Je m'appelle Jean Jouzel, je suis directeur de recherche émérite au CEA, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bonjour Jean Jouzel. Bonjour. 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 Alors Jean Jouzel, on est ravis de vous avoir aujourd'hui à l'Observatoire de Paris pour qu'on puisse discuter tous les cadres du climat. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre domaine d'activité? Mon domaine d'activité, ce sont la reconstruction des climats du passé, largement à partir des glaces polaires, avec disons cette idée que la reconstruction des climats du passé nous apporte, la connaissance des climats passés nous apporte des informations par rapport à son évolution future qui sont vraiment pertinentes. Notre avenir est marqué par, disons, ces changements très importants. Vous avez des dizaines d'années de recherche derrière vous, vous avez écrit plus de 250 publications scientifiques. Quelle est pour vous celle qui vous a le plus marqué ou celle qui vous tient le plus à cœur? Certainement celle des années 80 sur le projet Vostok, parce que c'était vraiment une découverte au sens plein du terme. Disons, cette découverte d'un lien entre gaz à effet de serre et climat dans le passé. L'analyse de la glace permet de reconstituer les variations du climat sur ces 160 000 ans, et mes collègues de Grenoble ont, disons, extrait les petites bulles d'air et pour la première fois mesuré les variations de gaz carbonique puis de méthane quelques années plus tard. Et je crois que c'est vraiment ce qui a marqué, parce que c'était aussi le moment où les modélisateurs du climat avaient sonné l'alerte par rapport à l'augmentation de l'effet de serre liée aux activités humaines. Vis-à-vis de l'urgence climatique actuelle, on parle de changer de mode de vie, de changer de mode de consommation. Est-ce que vous pourriez nous définir quelle est pour vous la transition écologique? Oui, la transition écologique, celle, j'espère que vous la vivrez, bien, elle est clairement définie. Du point de vue des climatologues, elle est clairement définie puisqu'il y a des objectifs. L'accord de Paris, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, voire 1,5 degré dans le long terme. C'est un objectif extrêmement ambitieux, demande neutralité carbone à horizon 2050, et c'est vraiment un changement complet de mode d'organisation de nos sociétés. On voit bien la difficulté, c'est tout notre modèle énergétique, mais aussi d'une certaine façon le système alimentaire sur lequel on doit réfléchir. C'est vrai que c'est la vie de tous les jours, c'est notre vie de tous les jours, hein, la mobilité, le bâtiment, l'urbanisme, l'alimentation, à se déplacer, se loger, se nourrir. On voit bien que c'est un changement complet de mode de fonctionnement de nos sociétés, avec aussi beaucoup plus de solidarité. Et alors du coup, pour cette transition écologique, est-ce que, pour vous, ça implique de changer complètement de système économique ou est-ce que ça implique de revoir celui qu'on a actuellement? Et surtout, sur quels axes il faut le plus s'appuyer? Si le système capitaliste avait vraiment envie d'apporter des réponses aux problèmes climatiques, la première chose que ferait l'OMC, ce qu'il ne peut pas faire, c'est mettre en place une taxe carbone. Voilà. Et ce n'est pas ce qu'on va voir. Alors, mais je crois profondément que disons, je ne suis pas convaincu que ce système capitaliste, même amélioré, résoudrait tous les problèmes. Je pense qu'il faut quand même un changement profond, avec plus de solidarité, nord-sud, entre les différentes activités, entre les différents secteurs d'activité, entre le nord et le sud, entre, disons, bien sûr au sein des pays développés, même dans un pays comme le nôtre, eh bien, ce sont les couches les moins aisées de la population qui souffrent le plus des conséquences du réchauffement climatique. C'est tout cela qui est c'est vraiment cet accroissement des inégalités qui est lié, disons, qui est une des conséquences premières du réchauffement climatique quand on les prend dans leur ensemble et non pas une par une. Et justement, un élément important de ce système capitaliste, c'est le progrès technique. Est-ce que vous pensez, comme certains qui sont adeptes de théories solutionnistes, que le progrès technique pourrait éventuellement compenser la perte de capital naturel et pourquoi pas, donc, grâce au progrès technique, on pourrait finalement continuer de vivre dans ce système capitaliste? Je suis chercheur, je suis favorable à l'innovation, à la recherche. Voilà, et au contraire, c'est pour cela que cette transition, elle est aussi créatrice d'emplois, donc moi je la vois, disons, je crois, porteuse d'une meilleure qualité de vie à l'échelle planétaire, mais chaque innovation devrait être évaluée par rapport à son potentiel de s'intégrer dans cette dynamique zéro carbone à horizon 2050. Limiter le réchauffement climatique, c'est aussi une assurance,
disons, ça aidera à limiter les pertes de biodiversité, ça aide à faire face aux autres problèmes environnementaux, ça aide à faire face à l'insécurité alimentaire dans certaines régions. Malheureusement, nous ne le faisons pas, c'est vous préparer pour votre génération un monde auquel il vous sera difficile de vous adapter. Et je crois que notre génération, on est quand même assez égoïste, puisque non seulement, en gros, on vous invite à vous adapter à un monde dont j'espère qu'il ne sera pas trop difficile, mais on vous invite aussi à piéger une partie du CO2 qu'on met actuellement dans l'atmosphère. C'est quand même ce qu'on est en train de faire. Est-ce que vous avez espoir en une action immédiate de nos dirigeants? Je devrais avoir espoir, puisque 130 pays ont affiché neutralité carbone à horizon 2050. Mais la réalité, c'est que nous n'en prenons pas le chemin. Donc dans les textes, c'est parfait. Dans la réalité, eh bien, voilà, alors qu'il faudrait que les émissions commencent à diminuer de façon très rapide, elles vont de nouveau augmenter. Selon les projections actuelles, c'est une augmentation des émissions de l'ordre de 15% d'ici 2030. Et c'est beaucoup trop par rapport aux objectifs affichés dans l'accord de Paris. Vous dites que, par exemple, dans les textes, donc les accords de Paris, etc., au niveau de l'Europe, il y a du mouvement au niveau des politiques, mais quand vous avez fait partie de la Convention citoyenne pour le climat, et quand vous avez vu le résultat, finalement, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Quelle a été votre réaction? J'ai été très déçu. Il faut se rendre compte que ce projet de loi arrive au Sénat au même moment, disons vraiment 50 degrés en Colombie-Britannique, ou 49, enfin près de 50 degrés, disons la petite ville de Lighton qui est à feu, la nature qui est complètement autour, qui est complètement détruite, les infrastructures le sont. On devrait comprendre que quand on arrive autour de 50 degrés, bien, on ne maîtrise plus rien. Les infrastructures ne sont pas du tout adaptées, que ce soit les réseaux électriques, les voies ferrées, tout. Et là, pendant ce temps-là, nos sénateurs n'ont de cesse que de baisser l'ambition de la loi climat. C'est terrible, c'est au même moment. Et c'est ça la réalité. Donc oui, il y a une déception, bien sûr. Puis face à cette inaction des gouvernements, s'il y avait maintenant, vous, Jean Jouzel, vous pouviez dire au gouvernement qu'il y a 3 actions qu'il faut mener demain. Quelles seraient ces 3 actions? Déjà, une première chose, ce serait de tenir les engagements que nous avons pris, qui sont inscrits dans la loi en termes de développement des renouvelables. Je pense qu'on continuera à avoir du nucléaire, au moins jusqu'en 2050 et peut-être au-delà en France, mais il faut absolument développer les renouvelables parce qu'au niveau planétaire, tout simplement, c'est ce qui se développera. Ensuite, il y a beaucoup à faire. Il faut arrêter de dire chaque année qu'on va rénover, je sais pas, 1 million ou 500 000 logements et ne pas le faire. Donc ça bouge, il y a des villes qui bougent. C'est vrai qu'on voit la difficulté, et ça a été très bien marqué par le mouvement des Gilets jaunes. Hein. Disons, il faut aussi, dans ces aspects mobilité, avoir un peu de discernement, et je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier l'adaptation. Hein, c'est le dernier point, parce que ce réchauffement est inéluctable, il faut s'y préparer. Donc la prévention, l'adaptation dans tous les domaines. Et par exemple, dans le monde agricole, c'est important, parce que disons, les sécheresses à répétition, il y a certaines régions où la disponibilité en eau sera plus délicate. Voilà, donc il faut réfléchir à l'adaptation. À notre échelle, en tant que jeunes, comment on peut s'inclure dans cette transition écologique? Alors de 2 façons. Dans votre vie de tous les jours, disons que se loger, se nourrir, se déplacer, ce sont 60% ou près des 2/3 des émissions en France. C'est notre vie de tous les jours. Donc ce sont des choix. Mais je pense que vous êtes une génération qui peut avoir une continuité entre sa vie, disons, sa sphère privée et sa vie professionnelle. Je pense qu'il n'y a pas de secteur d'activité qui puisse se dire « le réchauffement climatique, ce n'est pas mon affaire ». Donc, quel que soit le secteur d'activité que vous choisissez, eh bien, vous pouvez aussi, je crois, franchement, agir. Vous pourrez agir. La crise du Covid-19 a bouleversé la vie de milliards de personnes sur Terre. Justement, est-ce qu'il y a des changements notables au niveau du climat qui sont dus justement à cette crise du Covid? Donc en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 2020 par rapport à 2019, c'est une diminution à l'échelle planétaire de l'ordre de 7%. En fait, c'est ce qu'il faudrait faire chaque année à partir d'aujourd'hui pour se mettre sur une trajectoire disons, compatible avec 1,5 degré. Un réchauffement limité à 1,5 degré. Donc voilà, malheureusement, nous avons espéré à un moment que le monde d'après serait différent du monde d'avant. Mais c'est un peu comme la crise financière de 2008, le monde d'après est comme le monde d'avant.
Ça fait des années que vous êtes chercheur donc pour le réchauffement climatique. Quelle évolution vous notez aujourd'hui dans les mentalités de la société? Ce que nous vivons aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment ce qui était anticipé il y a, disons, il y a une quarantaine d'années, dans les premières simulations. Et ça, c'est plutôt le regret que j'ai, j'ai vraiment le regret que, disons, la crédibilité n'ait pas été accordée à notre communauté scientifique il y a 30-40 ans. Donc j'ai une perception assez négative de la façon dont les choses se présentent et je crains ce que j'appelle cette écologie réparatrice, c'est-à-dire cette idée qu'on sera toujours assez fort, assez intelligent pour faire face aux problèmes lorsqu'ils arriveront. Et c'est faux. Prenons le cas de l'élévation du niveau de la mer, personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer. Si aujourd'hui vous aviez un message à faire passer à la jeune génération, à nous, mais aussi à tous ceux qui vont nous regarder, qu'est-ce que ça serait? Le message, il est clair. C'est de vous convaincre de l'attractivité d'une société sobre en carbone. Disons, je le dis franchement, disons, c'est synonyme d'innovation, de recherche, vraiment de dynamisme économique. Voilà, donc elle est inéluctable, cette transition. Je ne crois pas que vous acceptiez d'aller vers plus 4, plus 5 degrés. Alors moi, ma question, c'est bien, donc quels sont vos engagements, par exemple? Vous, en dehors, je ne dis pas dans la vie de tous les jours, mais avez-vous des engagements associatifs ou bien... Alors moi, je suis engagé dans un parti politique qui s'axe en ce moment sur la transition écologique et qui, justement, cherche à adapter sa politique et les politiques gouvernementales aux enjeux du réchauffement climatique. Donc personnellement, je m'investis un maximum dans cette cause écologique, et notamment en participant à la vie politique, etc. Également aussi, j'ai pris une petite résolution personnelle qui est de pour l'instant pas passer mon permis de conduire, puisque j'habite en région parisienne et que j'ai eu l'occasion de me déplacer en transport en commun. Donc c'est mon petit mouvement contestataire pour du coup lutter contre cette crise. Je vais être journaliste et donc forcément faire des actions comme celle-ci, aller interviewer directement, aller à la source de l'information, c'est primordial pour moi et justement permettre de délivrer une information pour d'autres jeunes, c'est important aussi, sachant que ça va être vraiment diffusé dans des lycées de n'importe quel endroit en France, donc des personnes qui ont plus de chance dans la vie et d'autres moins. Donc justement que ce message soit délivré à tout le monde, peu importe sa situation sociale. Voilà. Merci Victoria, merci Noah, merci Hugo, merci à tous les trois. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences, qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace, je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.